Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de santé masculine, on parle de prostate. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes et j'ai l'immense bonheur de faire ce direct, de vous présenter ces contenus avec deux amis, deux collègues, les docteurs Daniel Perrault et Jessica Perrault-Bishop, la mère et la fille. Merci d'être là, vraiment. C'est un sujet qui est important. Vous êtes deux médecins de famille, vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de prostate ou qui ont des questions liées à la prostate. Donc, on va répondre à ces questions-là. Si mon père a eu un cancer de la prostate à 74 ans, suis-je plus à risque de le développer, de développer un cancer? J'imagine que c'est pas mon cas, mais si mon père biologique avait eu ça, évidemment, j'imagine que c'est presque un automatisme. On se dit, je dois être plus à risque aussi. Est-ce que la logique tient la route, Daniel? Oui, alors c'est intéressant, hein, les personnes qui se pensent menacées alors que, statistiquement parlant, il n'y a pas de lien. Dans le cas du cancer de la prostate, c'est des histoires de cancer dans la famille ou enfin du père avant l'âge de 65 ans. Alors, dans ce cas-ci, le papa avait 74 ans et donc ça n'augmente pas le risque pour cette personne-là, du moins si on regarde juste le facteur de risque de l'âge. Oui. Donc, 65 ans. Donc, en bas de 65 ans. 65 ans. Tout à fait. Okay. Puis d'ailleurs, on va reviser un peu les facteurs de risque parce qu'on les connaît bien jusqu'à un certain point. Alors avec l'âge, cancer de la prostate, avant l'âge de 50 ans, c'est 0,5 %. Alors donc, c'est une rareté avant l'âge de 50 ans. Et là, dans chaque décennie, si on prend entre 55 et 64 ans, c'est 22 %. Puis je ne vous dis pas que c'est 22 % des gens qui vont avoir le cancer de la prostate. Là, on parle d'augmentation de risque. Alors, de quasiment zéro, là, on est en train de quintupler puis décupler. Et là où c'est, si vous voulez, la décennie où on en voit le plus, c'est entre l'âge de 65 et 74 ans. Et au-dessus de 74 ans, ça va être 36 %. Donc, l'âge, oui, contribue au fait qu'on va retrouver des cancers de la prostate davantage en avançant dans un âge plus avancé. C'est bon? Maintenant, l'origine ethnique, ça reste intéressant. On se dit, comment ça se fait, mais c'est comme ça. Le cancer de la prostate se présente plus jeune et plus agressif chez des patients de race noire comparativement aux patients de race blanche ou asiatique. Alors, il va donc, puis ça, c'est important parce que si on a un médecin de famille, vous voyez l'importance des médecins de famille, n'est-ce pas? De dire, on va devoir probablement faire des dépistages chez des personnes qui sont plus à risque. Alors, ça a son importance. Maintenant, le troisième facteur, c'est l'histoire familiale. Et ça, c'est encore aussi intéressant. On vient de mentionner le papa en bas de 65 ans. Mais il y a aussi des constellations ou des regroupements de grandes familles québécoises qui se retrouvent avec des gènes, il y a différents noms, mais il y en a deux qu'on connaît très bien, BRCA1 et BRCA2. Et dans ces familles-là, les femmes vont avoir des cancers du sein, de l'ovaire, on va avoir davantage des mélanomes, on va avoir aussi le cancer du pancréas. Et on augmente alors, si on se reconnaît dans des familles, il y a beaucoup de membres de la famille, tiens, on fait le tour, là, on peut avoir, si on a le gène, seulement si on a le gène, ça se fait par des tests sanguins, avoir une augmentation des risques de la prostate. Donc, oui, au niveau de l'histoire familiale, mais pas n'importe quel type de cancer. D'accord. Maintenant, d'accord. Oui, okay. Non, mais c'est ça. Là, je suis mêlé dans mes boutons. Ça fait que vous allez me donner quelques secondes, les amis. Denis va se démêler et on va continuer avec le quatrième facteur. Et vous l'aurez vu en direct, mais vous ne le reverrez pas en rediffusion parce que ça va être supprimé. Donc, on continue avec le quatrième facteur alimentaire. Alors, le facteur alimentaire, puis là, c'est moi qui ai perdu mes feuilles, mais je connais par cœur un peu, là, parce que ce qui m'a toujours fasciné, c'est la tomate. Mais la tomate cuite, parce qu'elle libère la cuisson des lycopènes, qui sont des bons antioxydants, et ça ferait la différence de manger beaucoup de tomates cuites dans votre vie, donc un certain effet protecteur. Ensuite, du côté alimentaire aussi, on a le soya, alors le phytoestrogène qui se trouve dans le soya, en observant des grandes populations asiatiques où l'homme avait une alimentation riche en soya. Et il y avait un autre aspect aussi dans les facteurs alimentaires. Il y avait les viandes rouges aussi dans vos notes? Non, ça c'est la partie qui peut faire du tort. Moi, je suis dans le positif. Ça veut dire que l'autre, c'est les fameux brocolis puis choux-fleurs, les crucifères, les légumes
qui sont toujours la risée dans des sitcoms à la télévision, mon Dieu, du brocoli. Mais écoutez, là, du brocoli semi-cuit avec de l'huile d'olive puis du balsamique, c'est délicieux. Puis vous pourriez en prendre tous les jours, puis vous aurez une bonne prostate. Alors, oui, ça, c'est mon petit, mon petit côté cuisine. Alors, dans les facteurs alimentaires, au niveau positif, donc, c'est la tomate cuite et les crucifères, le brocoli et le chou-fleur. D'accord. Oui. Il y a des facteurs négatifs, c'est ça que je comprends? Oui, les facteurs négatifs. Tard. Non, c'est Jessica peut-être faire la suite. Avec les viandes rouges, parce que dans vos notes, il y avait les viandes rouges qui étaient moins bons que la tomate. C'est ça. Donc, le grand animal, surtout la viande rouge, certains produits laitiers, puis une diète qui va être pauvre en légumes. Donc, dans le fond, c'est l'inverse de ce qu'on venait de vous dire, va donc augmenter le risque là, de cancer à ce moment-là. Dans les autres choses qui sont pas très claires, c'est les oméga-3. Les oméga-3, en fait, sont associés à une augmentation du risque de cancer de haut grade de la prostate, mais c'est pas des études définitives. Donc, il faut le considérer en balançant les risques-bénéfices. Là, arrêtez pas nécessairement de prendre votre oméga-3, qui est quand même excellent pour plein d'autres choses. Il y a quand même des contradictions dans les études. Même chose pour l'alcool. Donc, possiblement, si on a une prise de plus que 50 grammes par jour, donc on parle de à peu près 2 à 3 verres par jour et plus. Mais encore une fois, les études se contredisent. Donc, on n'a pas un message clair à ce niveau-là non plus. Dans le 5e facteur, qui est notre facteur qu'on sait qui est associé à plusieurs cancers, c'est le tabac. Je ne sais pas si... Ouais. Donc, dans les habitudes de vie, mauvaises habitudes. Donc, ça pourrait avoir un effet à la fois sur le risque de développer un cancer de la prostate et son pronostic une fois le diagnostic établi. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un moins bon pronostic, avoir des stades plus avancés là, si on fume et on a le cancer de la prostate. C'est quand même impressionnant de voir à quel point le tabagisme, ça s'infiltre dans un paquet d'aspects de notre santé, que ce soit sur nos vaisseaux sanguins, que ce soit le risque de hernie discale. Et là, tu nous dis, Jessica, même pour la prostate, ça augmente le risque. Donc, oui, c'est quand même assez vaste, les conséquences du tabagisme. Et je t'ai interrompu, il y avait un autre élément aussi où il y avait des points d'interrogation, si je ne me trompe pas, c'est ça? En fait, c'est ça, on parlait des hormones. Donc, dans le fond, des patients qui ont l'andropause, entre autres. Donc, l'andropause qui est comme la ménopause chez la femme, mais chez l'homme, on appelle ça l'andropause, la baisse de testostérone avec l'âge. Puis qui doivent prendre des suppléments de testostérone, il n'y aurait pas une association là, avec l'augmentation du risque. Donc, ça, c'était rassurant. Autant les phytoestrogènes dans l'alimentation, le soya, protège, autant même un ajout de testostérone, ça ne serait pas dangereux nécessairement là, à ce niveau-là, selon les études. Ensuite, on avait, le prochain point, c'était l'obésité. Donc, dans le fond, les méta-analyses ont vraiment démontré une petite association, mais qui est quand même statistiquement significative, là, qui fait un lien entre l'obésité et l'incidence du cancer de la prostate. Donc, il y aurait quand même un lien associé à ça. D'accord. Puis il y avait aussi les médicaments, si je ne me trompe pas. Oui, les médicaments, il y avait une exactement. réflexion. Oui, il y avait une réflexion. Fait que dans le fond, les statines, dans le fond, qu'on utilise pour diminuer le cholestérol, pourraient ralentir la progression du cancer de la prostate. Et les anti-inflammatoires pourraient diminuer le risque d'avoir un cancer de la prostate aussi. Donc, quand même intéressant. C'est sûr que ce n'est pas des études qui sont 100% concluantes, mais c'est intéressant de voir les effets de l'environnement sur un possible risque là, associé au cancer. Et il y avait aussi des réflexions sur les insecticides, oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Fait qu'il y a des études en cours. On parlait surtout d'insecticides qu'on utilisait à l'époque dans certains pays, dont l'agent orange qui a été utilisé au Vietnam de 1965 à 71 et le chlordécone qui a été utilisé dans les Antilles jusqu'à 93, qui donnait vraiment plus de cancer de la prostate à ce moment-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile de détecter un seul facteur dans notre environnement qui soit l'unique responsable pour une augmentation du risque. Donc, on a certaines études, je pense qu'il faut en prendre et en laisser, surtout quand c'est pas concluant, mais savoir qu'on a toujours nos grands gagnants dans les facteurs de risque, dont le tabac, et l'alcool qui peut ne pas aider aussi. Donc, ça reste dans des habitudes de vie à faire attention. Oui, Danielle? Oui, j'ai une bonne nouvelle quand même au niveau
d'un produit protecteur, c'est le café. Jusqu'à 3 par jour, le café permettrait de diminuer le risque du cancer de la prostate. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent durant ces contenus qu'on vous a donnés. Merci aussi pour vos questions. Merci Jessica Perrault-Bishop. Merci Daniel Perrault de votre collaboration. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous en amont. Donc, tout ce que vous n'avez pas vu, vous, durant la vidéo, qui ont été travaillés en amont, vous avez travaillé très fort pour préparer ces contenus-là. J'espère que vous porterez bien. J'espère que vous, en fait, pas j'espère, mais vos patients sont chanceux de vous avoir. Avez-vous un mot de la fin, Jessica, à nous dire par rapport à ton expérience, toi, Daniel aussi, par rapport à vos patients qui vous consultent pour des problèmes de prostate? Ben, en fait, moi, je dirais juste, soyez pas gênés d'en parler. Puis, il faut pas que ça devienne tabou de parler de votre prostate et de vos symptômes urinaires. C'est pas nécessairement normal d'avoir des symptômes, donc il faut en parler. Et Daniel, un mot de la fin par rapport à la santé de la prostate, par rapport au grand sujet qu'on a abordé aujourd'hui? Oui, bien, écoutez, c'est que j'utilise mon âge pour vous dire qu'en médecine, il y a eu énormément d'avancements sur plusieurs sujets, sur plusieurs pathologies, et que même si votre voisin a le même symptôme que vous, ben c'est bon d'aller vérifier que ça peut être pour d'autres causes que celui de votre voisin, mais je crois que c'est normal que les gens discutent entre eux. Mais vous voyez comme on a toute une diversité de causes et de traitements et tout ça. Là. Alors, merci beaucoup, Denis, de nous donner l'occasion justement d'en parler au public comme ça, parce que ça permet vraiment de mettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense. Ben, moi, ça fait grand plaisir de vous entendre, et aussi ça fait ça rend un immense service aussi à ceux qui vont écouter, et c'est le plaisir de cette chaîne YouTube, de YouTube en général. On peut écouter ces contenus-là dans le confort de notre foyer, ça reste confidentiel, et vous allez peut-être aussi être outillé, peut-être aussi avoir développé un vocabulaire. Parfois, c'est des choses qu'on ne connaît pas, pour en parler à votre pharmacien, en parler à votre médecin. Merci beaucoup, Daniel, Jessica. Merci à vous, internautes, et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Au revoir.